Nous avions laissé la matière l'an dernier à l'Antiquité tardive, c'est-à-dire dans la deuxième partie de l'histoire de l'Empire romain. Tout à fait logiquement, j'ai donc décidé de reprendre le cours de cette année-ci avec Byzance, qui a succédé directement donc à la Rome antique. Byzance, c'est donc l'Empire romain d'Orient qui va survivre à l'Empire unifié jusqu'en 1453, date bien connue, puisque c'est celle retenue la plupart du temps dans les manuels et qui correspond à la chute donc de l'Empire romain d'Orient. La période que je vais traiter avec vous aujourd'hui s'étend du IVe siècle jusqu'au XVe siècle, de notre ère bien sûr. Pourquoi le IVe siècle? Parce qu'il est de tradition de ne pas faire partir l'histoire de Byzance de l'extrême fin du IVe siècle, qui est le moment où il y a la scission entre la partie occidentale et la partie orientale de l'Empire, mais il est de tradition de faire partir l'histoire de Byzance au moment de sa création, c'est-à-dire aux environs de 320-330 de notre ère, lorsque Constantin le Grand, qui est l'empereur de cet empire unifié alors, décide de construire une nouvelle capitale sur les bords du Bosphore, donc en déplaçant le centre de gravité de l'Empire de l'Italie vers l'Orient. Mon propos va s'articuler de la manière suivante pendant cette heure de cours. Nous allons étudier successivement Constantinople, littéralement la ville de Constantin, qui est la capitale de l'Empire romain d'Orient, et d'autre part les cités provinciales de ce même empire. Ensuite, à l'intérieur de ces deux chapitres, nous allons constater, ou observer plutôt, qu'il y a une rupture au 7e et 8e siècle, ce que l'on appelle l'âge obscur, et qui correspond à la période troublée des invasions qui va conduire à une réduction importante sur le plan territorial, en superficie, de cet empire romain d'Orient. Donc il y aura donc deux phases dans l'histoire des villes byzantines, avant et après cet âge obscur du 7e, 8e siècle. Je reprends donc mon propos avec la capitale de l'Empire, Constantinople. Je vais vous faire un petit schéma au tableau, parce que rien de tel que de pouvoir visualiser le plan de Byzance à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'époque médiévale, en voyant ce qui reste en fait de l'héritage antique et ce que la période médiévale au sens strict va apporter donc à ce plan de la ville de Byzance. Donc, excusez-moi, je vais faire entendons bien, c'est un schéma, je ne suis pas professeur de dessin, donc je vais essayer de vous rendre compte, je dirais, en gros, du plan de la ville de Byzance. Alors, on va faire ceci comme ceci.
qu'on appelle la Corne d'Or, donc qui est un passage ou une prolongation de la mer qui se trouve ici, que l'on appelle depuis l'Antiquité la Propontide. C'est plus connu, cette mer est plus connue sous le nom actuel de mer de Marmara. Ici, vous avez le Bosphore. Un petit peu ceci, ici c'est le Bosphore. Attendez, oui, un petit peu plus bas. Ici, le Bosphore. Le Bosphore, qui est donc ce détroit qui sépare d'une part ce que l'on appelle maintenant la Turquie européenne de la Turquie asiatique. Donc un détroit qui sépare donc la mer de Marmara de la mer Noire qui se trouve là. Hein, donc ici vous avez la mer Noire. Alors donc je vous ai dit que la ville de Byzance se trouve sur le continent européen, et cette ville de Byzance a été construite, déjà fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment-là qu'elle va prendre son nom, c'est une colonie grecque. Et c'est sur ce site de cette ancienne colonie grecque, où se trouve donc une ville, que l'empereur Constantin va décider de fonder sa nouvelle capitale, sa nouvelle Rome. Donc, dans le premier tiers du IVe siècle de notre ère. Donc, quand Constantin fonde sa capitale, il y a déjà une ville, sauf qu'il va évidemment l'agrandir, y construire toute une série de monuments, entre autres administratifs et plus tard religieux. Le centre, je dirais, politique de Constantinople se trouve ici. Ici, vous avez une place que l'on appelle l'Augustaion. Je vais vraiment bouger ceci. L'Augustaion, donc vous voyez bien entendu le nom de ce grand empereur romain qui est à cheval sur le 1er siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ, l'Augustaion. On trouve ici l'hippodrome, c'est-à-dire le lieu où se déroulent les courses de chevaux, mais cet hippodrome avait la fonction, si vous voulez, que possèdent à l'heure actuelle dans de grandes villes les stades de football. C'était vraiment un lieu de distraction majeur. Il y avait des équipes qui se disputaient la victoire, et cela a provoqué beaucoup de remous, parfois même politiques, au sein même de la ville. Il y avait des émeutes. Donc ça nous fait penser un petit peu à ce qui peut se produire à l'heure actuelle dans certaines grandes villes actuelles. Ici, vous avez encore le Sénat de Constantinople, et vous avez enfin ici le grand palais où réside l'empereur. Alors, à partir de là, débute une grande avenue qui coupe véritablement cette presqu'île en deux et qui s'appelle la Mésène. Ici. Plus ou moins à cette heure-ci, elle
Sur cette mésère, vous avez, je l'ai fait d'ailleurs un peu trop grand, enfin peu importe, ici un premier forum qui est le forum de Constantin et un second forum qui est le forum de Théodose. Vous vous souvenez de ce qu'est la fonction d'un forum? C'est une place publique, c'est en gros l'équivalent de l'agora dans les villes grecques. Alors, lorsque la ville a été construite par Constantin, il a établi une première muraille qui se trouve ici. Voilà. La muraille de Constantin. Muraille qui va être complétée par une seconde muraille un siècle plus tard par Théodose II. Donc ce n'est pas le Théodose qui a divisé l'Empire romain entre ses deux fils Honorius et Arcadius en 395, ce n'est pas ce Théodose-là. Il s'agit de Théodose II qui vit dans la première moitié du 5e siècle, donc une trentaine d'années plus tard. Théodose II. Cette seconde enceinte se trouve ici. Pas beaucoup de place, mais elle se trouve ici. Ici, vous avez la porte d'Andrinople. Andrinople, ça veut dire littéralement la ville d'André. De Constantinople, c'est la ville de Constantin. Et alors ici, vous avez la porte dorée. La porte d'or. Ce sont donc les deux voies qui permettent de quitter la ville, celle-ci en particulier ouvrant la voie des Balkans. Un bâtiment supplémentaire important, même très important, car il est tellement associé à Constantinople que c'est, je dirais, le bâtiment auquel on pense en premier lieu, mais qui ne date pas de l'époque de Constantin, qui date en fait de 2 siècles plus tard, première moitié du VIe siècle, c'est la fameuse Sainte-Sophie, qui se trouve ici. Qui a été transformée en mosquée lorsque le sultan ottoman Mahomet II, Mehmed II, en 1453, donc prend la ville de Constantinople et donc va islamiser la ville. Ce bâtiment est toujours visible, il a été transformé en musée par le premier président turc, donc de la Turquie moderne, Kemal Atatürk ou Mustafa Kemal. C'est le même, donc au début des années 1920. Donc cette église a connu 3 statuts différents, d'abord église, puis mosquée, et enfin musée. Voilà. N'oubliez pas, ça j'imagine que tout le monde le sait ici, c'est que cette ville a porté 3 noms successivement, d'abord Byzance, puis Constantinople et maintenant Istanbul. Il s'agit bien de la même ville, bien entendu. J'aurais peut-être pu compléter
ce plan également ici par deux ports essentiels qui permettent à Constantinople de permettre aux navires de décharger le blé qui vient principalement d'Égypte, mais pas seulement. Vous savez que le problème de l'alimentation est un problème majeur pour toutes les grandes villes, comme le problème de l'eau d'ailleurs. C'est ainsi d'ailleurs qu'ici, un aqueduc va être construit un peu plus tard par Valence. Voilà. Donc je tenais quand même à vous présenter ce schéma qui permet quand même de resituer un petit peu les choses. Donc, je vous ai dit que Constantin, lorsqu'il fonde cette capitale, veut en faire une nouvelle Rome. Une nouvelle Rome, sauf qu'il y a une différence, c'est que jusqu'à son époque, les empereurs étaient des empereurs païens, et que lui est le premier empereur chrétien, même en tout cas favorable aux chrétiens, puisque c'est en 313 qu'est publié l'édit de Milan, qui accorde la tolérance à toutes les religions de l'Empire, et en particulier aux chrétiens, et même si donc, c'est pratiquement, vraisemblablement, ce sont les morts qui se convertit au christianisme. Il n'empêche qu'il était favorable depuis déjà plusieurs décennies donc, au christianisme. Et donc, comme c'est un empereur chrétien, il va permettre sans difficulté la construction des premières églises, mais je vous ai dit qu'il faut attendre Justinien pour que cette très grande église, l'église de Sainte-Sophie, Hagia Sophia, Hagia ça veut dire sainte, et Sophia ça veut dire la sainte sagesse, en fait. Et de la même manière que Athènes avait été placée sous la protection d'Athéna, de la même manière, Byzance est elle aussi mise sous la protection d'une sainte, la plus grande des saintes, c'est bien entendu la Vierge. Je vous rappelle que Athéna est également une Vierge, hein, puisque Parthénon, je crois vous l'avoir dit en passé, signifie le temple de la Vierge, littéralement. Hein. Voilà. Donc cette ville, à partir de Constantin, va être transformée, magnifiée. On va construire de belles avenues, en particulier celles que je vous ai dessinées au tableau, des avenues d'allées, des avenues qui sont, en particulier pour la Mézès, des avenues qui sont longées de portiques, c'est-à-dire d'endroits où on peut être protégé principalement du soleil, mais aussi de la pluie. Et la Mézès, c'est un petit peu l'équivalent des Champs-Élysées de l'époque, hein, pour faire un petit peu bref. À partir du 7e, 8e siècle, c'est la période de l'âge obscur. Pourquoi âge obscur? Vous savez que la notion d'âge obscur est une période qui a été souvent galvaudée. Galvaudée parce qu'on l'a appliquée à des tas de périodes pour des raisons souvent différentes. Je vous rappelle qu'entre le 12e et le 9e siècle avant Jésus-Christ, on avait parlé de Dark Ages, c'est-à-dire d'âge obscur, en anglais, pour ce que l'on appelle l'âge géométrique, c'est-à-dire la période qui va entre les Mycéniens et d'autre part la période archaïque en Grèce. On avait parlé d'âge obscur pour cette période-là parce qu'on n'avait pratiquement pas de documents, on n'a pas de documents écrits du tout. On a des documents écrits avant et puis on a des documents écrits à partir du 8e siècle. Homère, Hésiode et les autres. Ah, encore très faible, très peu nombreux. On a parlé également de périodes obscures lorsque l'on parle du haut Moyen-Âge occidental, c'est-à-dire essentiellement pour l'époque mérovingienne.
Pourquoi parle-t-on d'âge obscur pour l'époque mérovingienne, c'est-à-dire l'époque qui couvre le 6e, 7e siècle, en gros, début du 8e siècle? Pourquoi? Eh bien parce que c'est une époque où on n'a pratiquement pas de sources. Le nombre de documents écrits pour le 6e, 7e siècle peut se compter sur les doigts de la main, pratiquement. Donc là, c'est un problème de source heuristique, si vous voulez. Et alors ici, pourquoi parle-t-on d'âge obscur? Eh bien, pour cette période-ci, on parle d'âge obscur. Pourquoi? Parce que c'est une période qui est, comment dirais-je, un point noir dans l'histoire de Byzance, puisque c'est l'époque où les Arabes, en particulier, les Perses, menacent l'intégrité territoriale de Byzance. Les Arabes vont prendre au 7e siècle la plus grande partie de l'Empire byzantin, pratiquement définitivement, à savoir l'Égypte, à savoir la Syrie, la Palestine. C'est l'époque également où les Byzantins, d'une part, et les Perses sassanides, d'autre part, se font concurrence, s'exténuent à se battre les uns contre les autres et donc vont faciliter la tâche des Arabes lors de leur expansion. Je vous rappelle que l'expansion territoriale de l'islam commence dans le premier tiers du 7e siècle, l'hégire de Mahomet 622, la mort de Mahomet 632, et donc c'est à ce moment-là que commence l'expansion de l'islam. Puis, sous les 4 califes qui lui succèdent, et enfin sous les Omeyyades. Donc en un siècle, l'islam va progresser à une vitesse vertigineuse au point d'occuper une grande partie du bassin méditerranéen, puisqu'ils vont jusqu'à occuper la plus grande partie de l'Espagne, ce que l'on va appeler Al-Andalus, mais ils vont occuper de grandes régions du nord de l'Afrique, bien sûr, mais de l'Asie, puisque cet empire va s'étendre pratiquement jusqu'à l'Afghanistan. Et donc, les Sassanides, les Perses sassanides vont être complètement absorbés par l'empire islamique, l'empire musulman, et près de la moitié, enfin plus de la moitié, les 3, oui, une bonne moitié, plus de la moitié, si pas plus, les 2 tiers, disons, de l'empire byzantin, va être mangé également par cette expansion musulmane. Donc quand on parle d'âge obscur, c'est parce qu'il y a ces invasions donc perses d'abord et arabes en Orient, mais ces invasions avaient commencé déjà à la fin du VIe siècle par des invasions qui viennent du nord de l'Empire byzantin, c'est-à-dire des Balkans, avec les Slaves et les Avars, A-V-A-R-S, pas de E, bien sûr, c'est l'avaris, les Avars. S'il y en a qui sont dérangés par la lumière, vous pouvez jouer les rideaux. Parce que je vois que certains commencent à s'écrire. Ce n'est pas un lieu de torture. Voilà, ça vous va comme ça, il me semble. Donc pendant cette période-là, eh bien, la ville, bien entendu, de Constantinople connaît un déclin marqué, et elle connaîtra son étillage, si je puis me permettre une métaphore qui vient d'un secteur que vous connaissez bien, l'hydrographie. Elle connaît son étillage en 746, lorsqu'a lieu la dernière grande épidémie de peste. D'ailleurs, cet élément va me permettre de faire un rapide topo démographique de l'histoire de Byzance depuis le IVe siècle jusqu'au XVe siècle. Au
au IVe et au Ve siècle, on évalue la population de Byzance à 500 000 habitants, 1 million, ce qui est énorme pour l'Antiquité. Énorme pour l'Antiquité. N'oubliez pas que Rome aurait atteint, au 1er siècle de notre ère, et c'était la plus grande ville de la partie occidentale du monde, Rome aurait connu, donc au 1er siècle de notre ère, 1 million d'habitants. Ici, on est à un demi-million d'habitants. Ça reste la grande ville d'Europe, bien entendu, pendant une grande partie du Moyen-Âge. 500 000, donc, au 5e siècle, 4e, 5e siècle. Je vous ai dit qu'ici, au milieu du 8e siècle, 746, il n'y a plus que 70 000 habitants. 70 000 habitants, imaginez. 70 000 habitants, c'est-à-dire 2 fois la ville de Nivelles. Je suis en train de donner cours. Vous voyez ce que c'est? Une diminution énorme. Au XIIe siècle, puisque je vous dis que j'essaie de faire un topo très rapide, au XIIe siècle, c'est-à-dire au moment de l'apogée de l'Empire de Byzance, Constantinople serait revenu à son maximum, pratiquement à son maximum du 4e, 5e siècle, c'est-à-dire un peu plus de 400 000 habitants, au XIIe siècle. Et alors, en 1453, quand les Turcs conquièrent Byzance, la ville, il n'y aurait plus que 70 000 habitants, c'est-à-dire la même chose qu'en 746. Donc, vous avez retenu 5e siècle, 500 000, milieu du 8e siècle, 70 000, 12e siècle, juste avant que la ville ne soit prise par les croisés en 1204, 400 000 habitants, et au moment de sa chute, de nouveau 70 000. Voilà. Donc vous avez vu quels sont les maximums, les maxima et les minima de population de cette ville. Alors, on va passer tout doucement à l'époque médiévale proprement dite, celle qui débute au IXe siècle et qui va, je dirais, jusqu'au XIIIe siècle. Alors, cette période a un certain nombre de caractéristiques qui nous permettent de faire une comparaison avec le destin de l'Europe occidentale. Quand je dis l'Europe occidentale, je pense à la France, à l'Empire, à l'Italie, principalement. L'Angleterre aussi. Pourquoi? Eh bien, parce que Constantinople, à cette période-là, est une ville tout d'abord chrétienne, tout à fait chrétienne. Il y avait eu encore des bâtiments civils remontant à l'Antiquité, et on va les trouver longtemps d'ailleurs, hein, même pendant la période médiévale, mais ces bâtiments perdent de plus en plus de leur sens, de leur signification pour les habitants de Constantinople. Ce sont de plus en plus les églises qui vont constituer la caractéristique, je dirais, de cette cité. D'autre part, comme en Occident à cette époque-là, au XIe ou XIIe siècle, l'essor urbain est patent. Nous le verrons cette année-ci, après avoir étudié donc l'Europe orientale avec Byzance, on verra qu'au XIe, XIIe et XIIIe siècle, l'Europe connaît un développement fulgurant des villes. Je dirais qu'elles poussent presque comme des champignons, comme les villes poussaient aux États-Unis au XIXe siècle. Il suffit de penser un petit peu à Tintin, si ça vous a laissé quelques souvenirs. À un moment donné, Tintin trouve du pétrole par hasard, et alors Hergé vous montre ce que devient l'endroit
où il a trouvé ce pétrole quelques heures après, le lendemain, sur le lendemain, et puis une semaine après, il se retrouve au plein centre du ville. Évidemment, c'est une caricature. Eh bien, vous devez vous dire que le Moyen-Âge, 11e, 12e et 13e siècle, connaît comme ça un essor urbain fulgurant. Au XIe et au XIIe siècle, Constantinople, je parle de la ville, je ne suis toujours pas en train de vous parler des cités provinciales. Au XIe, XIIe siècle, Constantinople est au centre d'un commerce international qui est prouvé en particulier par la présence de quartiers liés spécifiquement à certains peuples commerçants. Il y a comme ça à Constantinople un quartier pour les Vénitiens, un pour les Génois, un pour les Syriens, un pour les Juifs, un pour les Russes, et bientôt il y en aura un pour les Turcs. Et je ne vous parle pas des Arméniens. Là aussi, on peut faire une comparaison avec notre époque. Pensez aux États-Unis nouveau. Quand vous allez à New York, vous avez Little Italy, vous avez Chinatown, vous avez comme ça toute une série de quartiers qui sont liés à une communauté en particulier. Et c'est ce qui conduit à des politiques parfois de type communautariste. Ce sont des communautés qui vivent les unes à côté des autres. La plupart du temps, ça se passe bien, sauf lorsque il y a des incidents qui peuvent provoquer des émeutes, voire des révoltes de la population. Pensez à Los Angeles dans les années 1960, ou encore plus récemment, je ne sais plus dans quelle localité, où quand des policiers comment dirais-je, font une bavure à l'encontre d'un noir, par exemple, il y a tout le quartier noir qui se révolte, parce que le quartier noir est lié évidemment à un niveau de vie qui est plus bas que celui des Blancs, et donc à cette géographie, je dirais, ethnique correspond une géographie également économique, parce qu'ils sont en général les plus pauvres dans les villes, même si la population noire, une partie de la population noire a pu accéder aux classes moyennes. Pensez quand même au couple présidentiel aux États-Unis pour l'instant, mais enfin, c'est un cas un petit peu particulier puisque vous savez qu'Obama est un métis, dont le père était kényan, donc c'est pas vraiment un Américain de souche, même si sa mère était, c'est une blanche, mais la femme d'Obama, Michelle Obama, elle est vraiment une descendante d'esclaves. Donc en fait, il y a eu quand même une accession pour une frange de la population noire aux classes moyennes. Alors je reviens à mon point de départ, et j'étais en train de vous expliquer que donc il existe des quartiers qui sont liés à des communautés. Alors sur le plan économique, c'est une ville où l'on produit un certain nombre de produits de luxe, dans le domaine même de la soie, des bijoux, de l'ivoire, à côté évidemment de quartiers populaires que l'on trouve un petit peu partout. Alors dans la dernière partie de son existence byzantine, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que Byzance, Constantinople va continuer à vivre à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, lorsqu'elle sera conquise par les Turcs, eh bien, attendez, j'étais en train de vous expliquer, donc, oui, la dernière partie donc, de l'histoire de Byzance, elle se situe en fait à partir de la fin, à partir du début du XIIIe siècle. Donc, je résume, première phase, 4e, 5e, 6e siècle, c'est la période, je dirais, de la Constantinople classique, le premier apogée de Byzance, puis vous avez cette période 7e, 8e siècle, qui est la période obscure, la période des invasions,
Puis je vous ai dit qu'à partir du 9e siècle jusqu'au 12e siècle, il y a un redressement manifeste, puisqu'on arrive de nouveau à 400 000 habitants, ce qui suppose évidemment des activités économiques correspondant à la capacité de cette ville à nourrir autant d'habitants. Mais alors, à partir du XIIIe siècle, là, il y a un bouleversement majeur. Parce que, en 1204, lors de la 4e croisade, les croisades étant destinées à libérer les lieux saints de Palestine, en tout cas c'est leur objectif premier, depuis la fin du XIe siècle, eh bien, il se fait que lors de la 4e croisade, financée principalement par les Vénitiens, il y a un détournement de la trajectoire, puisque c'est quand même les bailleurs de fonds, les financiers qui décident, et les Vénitiens décident que c'est Constantinople qui constitue l'objectif, et ce n'est plus la Terre Sainte. Alors vous voyez qu'il y a une contradiction majeure, puisque Constantinople est une ville chrétienne. C'est une ville chrétienne. Effectivement, il y a eu un schisme en 1054 entre, d'une part, la papauté romaine et le patriarcat de Constantinople. C'est l'origine de la division entre les catholiques d'une part et les orthodoxes d'autre part. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que ce sont des chrétiens. Or, ceux que l'on appelle les Francs, c'est-à-dire en fait les Français, les Allemands, voilà, ceux qui participent à cette croisade, et les Francs, en fait, c'est tout simplement les croisés d'Europe occidentale. On utilisait, si vous voulez, le terme générique de franc pour parler de ces croisés. Eh bien, vont piller, détruire Constantinople, massacrer la population, je dis bien, chrétienne. Ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Turcs musulmans, ce sont bien des chrétiens. L'empereur byzantin va devoir se réfugier sur la côte, sur la côte de la Turquie actuelle, à Nicée plus précisément, en Asie mineure, où un petit empire byzantin va subsister pendant une soixantaine d'années, et de 1204 à 1261, ce sont donc les Occidentaux qui vont établir un royaume latin de Constantinople. Ce ne sera plus un empire grec, ce sera un empire latin. Et l'empire byzantin va être partagé en petits morceaux, comme ça, entre les Français, les Vénitiens, les Génois en particulier. Par exemple, le Péloponnèse, ça sera entre les mains des Français, qu'on appelle les Francs. Il y aura une grande partie, une partie importante des îles du bassin oriental de la Méditerranée qui appartiendra aux Vénitiens. Par exemple, l'Eubée, qui se trouve juste en face de l'Attique, devient vénitienne. La même chose pour la Crète. La Crète, à cette époque-là, et au temps moderne, on appelle Candie. Quand vous voyez une mention de Candie, Candie, en fait, c'est la Crète. Rhodes également devient vénitienne. C'est comme ça que quand vous allez dans ces régions-là en vacances, ne vous étonnez pas, parce qu'en tête, vous direz, ben oui, c'est la civilisation grecque. Oui, la civilisation grecque, mais la civilisation grecque au Moyen-Âge a été, je dirais, transformée par toute une série de constructions médiévales. Vous avez l'impression d'être en France ou en Allemagne quand vous êtes à Rhodes, quand vous êtes à Chypre, quand vous êtes justement dans certaines régions de l'ancien monde grec. Parce qu'à ce moment-là, ce sont les Francs, donc les Français qui sont là. Alors, maintenant, je vous propose de terminer, je dirais, la partie liée à Constantinople. Après la reconquête de l'empire latin de Constantinople par l'empereur grec qui se trouve à Nicée, en 1261, une nouvelle dynastie se met en place
à Constantinople. Ce sera la dernière jusqu'en 1453. C'est la dynastie des Paléologues. La dynastie des Paléologues. Il y avait eu donc cet éclatement de l'Empire, il y avait eu le pillage, entre autres par les Vénitiens, de Constantinople, et je vous rappelle en particulier que des tas de statues en bronze ont été fondues à cette époque-là, certaines ont été enlevées. Si vous allez à voir la cathédrale Saint-Marc à Venise, vous allez voir en fait que tous les trésors, une grande partie des trésors que vous trouvez là-bas, en fait, ce sont des trésors qui viennent de Constantinople, qui résultent du pillage de Constantinople. Et en plus de ça, au milieu du XIVe siècle, il y a un autre événement qui évidemment va expliquer cet étillage de 70 000 habitants au milieu du XVe siècle, en 1453, c'est évidemment la Grande Peste Noire. On parle de la Grande Peste Noire qui s'étend en gros de 1347 à 1352 en Occident, mais on oublie que l'Empire byzantin a également été touché, et que l'Orient a également été touché par cette peste noire. Cette peste noire qui vient d'ailleurs d'où? Eh bien, cette peste noire, en fait, elle vient du nord de la mer Noire. Elle vient de la Crimée, en fait, cette peste noire. Et elle va arriver en Italie, c'est vrai, par des marchands qui, à bord de leur navire, transportent le bacille de la peste. Et c'est à partir, effectivement, des ports italiens, de Marseille, etc., que la peste noire va s'étendre. Mais la peste noire, elle arrive aussi à Constantinople, elle arrive aussi en Orient. D'où, justement, cette chute démographique importante qui explique donc cet étillage sur lequel je reviens pour la troisième ou quatrième fois, donc au milieu du XVe siècle. Voilà, ça c'est pour Constantinople. Maintenant, l'Empire byzantin ne se résume pas à Constantinople. De la même manière que l'Empire romain ne se résume pas à Rome. Effectivement, ce sont deux villes tentaculaires qui sont, dans le cadre d'un État centralisé, évidemment, de véritables, je dirais, poulpes qui attirent à eux l'essentiel des richesses de l'Empire. Mais ce n'est pas tout. On ne peut pas tout résumer de cette manière-là. Alors, on va voir maintenant la province, les cités provinciales. Alors, tout d'abord, définition. Qu'est-ce que c'est qu'une cité? Je vous avais expliqué l'an dernier qu'une cité n'est pas synonyme de ville. Vous vous souvenez? Une cité, on l'avait vu déjà quand on étudie Athènes, une cité c'est une ville et ses campagnes. Une cité, en fait, c'est un État. Et lorsque les cités vont être absorbées, d'abord dans le cadre de l'empire d'Alexandre le Grand, puis dans le cadre de l'Empire romain, eh bien, ces États indépendants, à l'origine, qu'est-ce qui se passe? On a encore le temps. Hein. Donc, ces cités qui, à l'origine, étaient la plupart du temps indépendantes, eh bien, ces cités vont rentrer, en fait, dans le cadre administratif de l'Empire romain, et puis dans le cadre de l'Empire byzantin. Donc, les cités sont, dans l'Empire byzantin, ne sont rien d'autre, en fait, que quoi? Eh bien, ces cités ne sont rien d'autre, en fait, que des circonscriptions administratives, on pourrait dire des provinces, ou des départements. Le mot département serait peut-être plus juste. Ce sont des départements avec un chef-lieu qui est la ville, et cette ville est entourée de ses campagnes, avec des bourgs par conséquent. Les campagnes, ou le territoire qui dépend de la ville, on appelle ça, en fait, en Italie, au Moyen-Âge classique, on appelle ça le contado, C-O-N-T-A-D-O, ça veut dire la campagne qui dépend de la ville. Et la cité, c'est l'ensemble du territoire. Voilà.
Peux-tu arrêter une seconde? Dans l'Empire byzantin, donc, il y a une ville centrale, il y a peut-être deux autres, même certainement deux autres grandes villes qui sont, d'une part, Antioche, en Syrie, et d'autre part, Alexandrie, en Égypte. Je vais vous les montrer sur la carte. Voilà. Donc Constantinople se trouve ici. Ça correspond à ce que je montrais ici. Donc le pont Euxin, c'est la mer Noire. Constantinople est ici. La Propontide, que j'avais notée au tableau, se trouve ici. Hein? Et alors Constantinople se trouve ici, donc au bout de la presqu'île, ça va, sous la partie européenne. Alors, Antioche se trouve ici, Antioche, c'est sur l'Oronte, que vous ne voyez pas ici, mais enfin bon, c'est un fleuve, l'Oronte. Et alors vous avez évidemment Alexandrie, qui se trouve sur la côte égyptienne. Ce sont les trois grandes villes, les trois grandes métropoles donc, de l'Empire byzantin. Mais à part cela, à part ces trois grandes villes, vous devez vous dire que pour le reste, il existe de nombreuses cités. Je vous ai parlé de départements tout à l'heure. Ces départements correspondent parfois même à ce qu'on appelle des cantons, c'est même plus petit des départements. Le phénomène urbain est très répandu dans l'Antiquité, dans la partie orientale de l'Empire, mais c'est ce qu'on appelle des cités, ou ces villes, ce sont en fait en général souvent des gros bourgs. Hein. Ce ne sont pas des villes comme on pourrait les imaginer maintenant, ce sont des gros bourgs. Wow. Au VIe siècle, il y a un auteur byzantin qui parle de 935 cités dans l'Empire byzantin. Alors, quant à savoir si ce chiffre correspond à une réalité, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que l'Empire byzantin comprend beaucoup plus de villes que la partie, ou ce qui reste de la partie occidentale de l'Empire romain à la même époque. Le phénomène urbain, ou plutôt l'urbanisation, a beaucoup plus d'extension donc dans la partie orientale de l'Empire romain, donc dans le territoire de l'Empire byzantin. Ça, il n'y a aucun doute quant à cela. Alors dans ces villes byzantines, d'ailleurs qu'elles soient grandes ou moyennes, il y a un certain nombre de traits, de caractéristiques qui remontent en fait à l'Empire romain. Et quand je dis à l'Empire romain, je devrais dire à l'époque hellénistique, parce qu'en fait les Romains ont pris l'essentiel de leur modèle dans l'architecture hellénistique. C'est-à-dire que vous avez une ou deux allées principales, et s'il y en a deux, elles sont perpendiculaires, dans ces villes. Ces rues, ces avenues sont dallées, ce que l'on n'a pas en Occident à la même époque. On y trouve des bains, on y trouve ce qu'on appelle des thermes, donc, hein, on y trouve des thermes, on y trouve des lieux de spectacle, théâtre, amphithéâtre, on y trouve des monuments, on y trouve des bâtiments politiques, judiciaires, qu'on appelle des basiliques, parce qu'en fait, le plan basilical des églises vient en fait d'un plan qui existait pour des bâtiments civils, qui servaient pour les marchés, un petit peu c'est l'équivalent des halles, où l'on tenait également la justice. Non, les chiens s'y mettent, hein, on ne peut pas en sortir. Voilà.
a un rétrécissement manifeste, voire une disparition complète d'un certain nombre de villes. Donc soit le périmètre de ces villes diminue très fortement, soit ces villes disparaissent. Il y a donc, si vous le voulez, un décalage dans le temps d'1 ou 2 siècles par rapport à un phénomène semblable qui s'était produit en Occident. En Occident, déjà, au 3e, au 4e siècle de notre ère, les villes avaient connu un exode vers les campagnes et un rétrécissement, justement, des dimensions urbaines. Dans l'Empire byzantin, il faut attendre 2 siècles de plus, parce que ce qui a surtout marqué l'Empire byzantin, ce n'est pas tant, même si cette partie-là de l'Empire a connu également des menaces venant des Visigoths, des Ostrogoths, etc., eh bien, vous devez vous dire que la menace, elle est venue des Perses sassanides et des Arabes, c'est-à-dire 2 voire 3 siècles plus tard. Donc, il y a un décalage chronologique dans le temps. Autrement dit, la période obscure, elle est un peu décalée en Orient par rapport à l'Occident. Alors, quels sont les éléments majeurs qui expliquent justement cela? Ce n'est pas seulement ces événements militaires constitués par les invasions, et je ne vais pas revenir sur, à la fin du VIe siècle, d'une part, les Avars et les Slaves qui menacent par le nord, par les Balkans, et d'autre part, les Perses et les Arabes par le sud et par l'est. Il y a aussi d'autres événements. Il y a le phénomène épidémique que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. En particulier, il y a eu plusieurs pestes successives au 6e, 7e et 8e siècle, la dernière étant celle de 746, épidémie de peste. Alors quand je dis de peste, il est parfois difficile de savoir exactement de quel type de pathologie était atteinte la population à cette époque-là, parce que les symptômes décrits nous permettent parfois d'identifier exactement la nature du mal, mais pas toujours. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'était des phénomènes de type épidémique qui touchaient une grande partie de la population. Alors, à côté de l'aspect militaire, de l'aspect épidémique, il y a encore d'autres éléments. La monnaie va pratiquement disparaître progressivement du 6e au 8e siècle pour réapparaître au 9e siècle. Ça, c'est pour l'aspect économique. Il y a un autre élément, c'est qu'il y a eu des tremblements de terre. Vous savez que cette région du monde, que ce soit la Grèce ou la Turquie aujourd'hui, donc l'Asie mineure, est une région qui est une région où les tremblements de terre sont fréquents. Alors, les tremblements de terre, ça ne fait rien pour stimuler les gens à construire de belles villes avec des monuments, des thermes, des bains, tout ce que vous voulez. Donc, on a reconstruit à certains moments, mais à une époque où l'économie est contractée, où la société se replie sur elle-même, il y avait d'autres priorités, bien entendu. Ce qui explique que pour ces périodes-là, il n'y a pas de nouveaux bâtiments. Et même, on ne restaure même pas les anciens. On les laisse parfois même en ruine. Voilà, ces différents éléments expliquent justement cette période d'âge obscur du 7e et du 8e siècle. Alors, nous arrivons maintenant aux cités médiévales. Alors, ces cités médiévales, au sens strict du terme, c'est la période qui va du 9e, je dirais, à la fin du 12e siècle, mais que l'on peut même étendre jusqu'au 14e siècle, puisque la chronologie est pratiquement la même que celle que j'ai évoquée tout à l'heure pour Constantinople. La plupart de ces cités, je vous ai dit, ont été très affectées par ces âges obscurs, cette période d'invasion, d'épidémies, tremblements de terre, etc.
la population de ces cités désaffectées s'est souvent repliée sur l'acropole. C'est le cas à Corinthe ou à Athènes. Les gens vivent alors sous l'acropole ou juste à côté de l'acropole. Ils se replient également sur la citadelle. Alors cette citadelle, c'est ce que l'on appelle, à l'époque du Moyen-Âge grec, du Moyen-Âge byzantin, au singulier castron, K-A-S-T-R-O-N, et au pluriel castra. Donc vous voyez, ça ressemble très fort au mot latin, sauf qu'ici c'est des K, et ce ne sont plus des C. Ça va, castra, K-A-S-T-R-A. En latin, c'est castra avec un C. Donc ça veut dire un phénomène qui est très semblable à ce qui se passe en Occident à l'époque. C'est-à-dire que la population se retrouve autour d'un château, d'une forteresse, véritablement. C'est le cas en particulier en Anatolie. L'Anatolie, c'est une partie essentielle de la Turquie actuelle, si vous voulez, le plateau d'Anatolie. Donc vous voyez, voilà pour l'essentiel. Alors ce qui frappe également, c'est que pour cette période-là, vous n'avez plus des rues rectilignes d'allées, mais vous avez des petites ruelles tortueuses, sinueuses, autour de ces castrats ou autour des églises, parce que les églises, ça reste les rares lieux, je dirais, de civilisation au sens noble du terme, près des monastères également. Et là aussi, on peut faire une comparaison avec le Moyen-Âge occidental. Si vous prenez le cas de la ville dans laquelle nous nous trouvons pour l'instant Nivelles, vous avez la collégiale de Nivelles qui remonte au 7e siècle. Elle remonte à l'époque mérovingienne, mais pas la collégiale que vous voyez. Je parle des vieilles églises qui ont complètement disparu et qui se trouvent quand vous descendez dans la crypte. Vous voyez encore les traces des fondations de l'église primitive qui remonte à Sainte-Gertrude, comme vous savez, qui est l'arrière-grand-tante de Charlemagne. Dans la ville, on trouve une des plus vieilles villes de Belgique, ici, avec Tongres et avec Tournai. La ville de Tournai, la ville de Nivelles, s'est constituée justement par un lacis de petites ruelles autour de l'église Sainte-Gertrude. Et c'est comme ça que quand vous allez dans le centre de Nivelles, vous avez toutes ces petites ruelles. Je ne sais pas si vous vous promenez un petit peu pas loin du palais de justice, etc. Ce sont toutes des petites ruelles, Nivelles. Ce sont des petites ruelles qui remontent à l'époque médiévale. Et c'est comme ça qu'on peut distinguer justement une ville très ancienne. Si vous allez à Bruxelles, c'est la même chose d'ailleurs. Quoique Bruxelles était quand même en partie reconstruite à la suite du bombardement de 1685, le bombardement du maréchal de Villeroy. Mais si vous allez à Nivelles, vous allez voir toutes ces petites rues. Et si vous allez, je pense par exemple, je ne sais pas moi, à Barcelone, le vieux quartier, ce sont des petites rues, des ruelles, et alors vous voyez tout de suite quand on passe dans le quartier, les quartiers nouveaux, bien là ce sont des grandes avenues, des rues qui sont perpendiculaires les unes aux autres. Et ces plans-là sont repris curieusement à l'Antiquité, parce que dans l'Antiquité on avait ces plans-là. Donc vous voyez, dans l'Antiquité, je dirais, les grandes villes ont des plans avec des rues perpendiculaires. Au Moyen-Âge, on en arrive à la contraction des villes, des petites rues sinueuses qui ne suivent pas du tout un axe particulier. Et puis alors, je pense aux villes modernes, dont l'exemple le plus célèbre évidemment c'est New York. Si vous allez à New York, là vous avez quelques grandes avenues qui vont du sud vers le nord, parce qu'on a commencé par là, ça s'est fait à partir du sud. À New York, quand on est arrivé à Manhattan, on a commencé à construire les bâtiments du sud vers le nord. Et puis alors, vous avez toutes les rues qui sont perpendiculaires, je ne sais pas, il y en a peut-être 200, 250, 300, je ne sais plus très bien. Combien? Dans les 200. Dans les 200, donc un peu plus de 200, tandis que les avenues, il y en a peut-être une dizaine maximum, puisque ce sont celles qui vont du nord vers le sud, tandis que les autres vont de l'est vers l'ouest.
C'est comme ça que si vous avez, c'est très facile hein, quand on est à New York, hein, quand on ne sait pas où on est dans la rue, vous devez savoir que ça part toujours du sud vers le nord quand vous êtes dans les avenues. Voilà, donc si vous avez le numéro, je ne sais pas, 63, ben vous êtes vraiment tout au sud de Manhattan. Ça va? Et pour les rues, hein, les 200 rues, je ne sais plus combien il y en a, près de 200, parce que moi je me souviens quand j'ai été à Harlem, la 125e rue, ben c'est le centre d'Harlem. Et là on n'est qu'à Harlem, et après ça il y a encore le Bronx évidemment. Le Bronx, c'est ce que c'est encore, enfin c'est plus Manhattan en tout cas, c'est autre chose. Hein. Là, et la même chose pour les rues. Hein. Plus vous êtes proche de l'Est, plus vous êtes bas dans la numérotation. Plus vous êtes vers l'Ouest, plus vous êtes haut. Donc vous voyez, c'est très facile. Mais ça, ce sont les villes modernes. Donc, hein. Ok, bon, je reprends pour les villes en France et tout, depuis Napoléon, là c'est à partir de la Seine, à Paris. Donc plus, tous les numéros partent de la Seine, du centre. Et dans les villes, normalement, ça part toujours du centre de la commune ou de la ville, et c'est à partir de là que partent les numéros. Alors là, c'est plus l'Est et l'Ouest, ou le Nord et le Sud, c'est plus ça. Voilà. Alors, cette parenthèse étant terminée, je vous ai expliqué donc en gros que les villes, à partir du IXe siècle, ressemblent de moins en moins et presque plus aux villes antiques, et ressemblent de plus en plus, on pourrait faire la comparaison dans l'autre sens évidemment, ressemblent de plus en plus à des villes occidentales de la même époque. Voilà. Alors, on en arrive alors à la dernière période, si je puis dire, c'est comme pour Constantinople. Hein. Il y a eu la conquête de Constantinople par les croisés, il y a eu la division de l'Empire par toute une série de nations, si je puis dire, les Francs, c'est-à-dire les Français, il y a eu les Vénitiens, etc., etc. Et donc, ces petites cités, ces cités se sont retrouvées dans des territoires, dans des principautés qui n'étaient plus des principautés à proprement byzantines. Soit c'était des principautés arabes, soit pendant un siècle et demi, c'était des principautés de type européen, comme le comté d'Édesse, comme le comté d'Antioche, la principauté d'Antioche, etc., etc. Voilà. Alors là, on n'est plus dans l'histoire de l'Empire byzantin. Voilà. Alors, j'en arrive à la conclusion, et puis je vous montre quelques livres, puisque je vous avais promis d'essayer de ne pas dépasser une bonne heure. Hein. Conclusion. Quel est l'intérêt d'étudier les villes byzantines, le phénomène urbain au Moyen-Âge? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'il permet tout d'abord d'étudier l'urbanisme, l'économie et la société d'une civilisation qui est peu traitée, malheureusement, dans l'enseignement secondaire, faute de temps, il faut le reconnaître. Ensuite, il ne faut pas oublier que quand les Arabes qui viennent de la péninsule arabique vont conquérir le bassin de la Méditerranée et vont aller jusqu'à l'Anatolie, ça ce sont les Arabes dans un premier temps qui, à partir du XIIe siècle, vont être relayés par les Turcs, eh bien en fait, ils conquièrent des villes dont la plupart étaient des villes byzantines. Ces villes ne vont pas être détruites, bien entendu. Un certain nombre d'églises vont être transformées en mosquées. Ils vont profiter, ces Arabes, puis plus tard ces Turcs, des systèmes d'adduction d'eau. Ils vont profiter
de toutes les infrastructures commerciales qui existaient déjà. Et donc, lorsque vous voyez, ou plutôt lorsque vous verrez le chapitre sur l'islam avec vos élèves dans l'enseignement secondaire, n'oubliez quand même pas qu'il y avait toute une série d'infrastructures qui étaient antérieures à l'installation de la civilisation musulmane. Il faut toujours avoir en tête l'héritage dont profitent les conquérants. Les Arabes n'ont pas été assez stupides que pour démolir tout ce qui existait avant. Quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, en Égypte, en Syrie, qui dans nos têtes sont des pays arabes, en fait, ce n'étaient pas des pays arabes, c'était des pays byzantins à cette époque-là. Et ils ont profité de toutes ces infrastructures. Il y a eu des créations de villes arabes, on est bien d'accord, souvent à côté des vieilles villes byzantines, par exemple, comme au Caire. Mais je voulais, en tout cas, que ce cours vous permette, d'une part, de faire des comparaisons avec l'Europe occidentale à la même époque, de bien distinguer le fait que dans l'Empire byzantin, l'Antiquité se termine plus tard. Elle se termine en fait au VIe siècle, à l'époque de Justinien, au VIe siècle, alors que l'Antiquité se termine dans nos régions au IVe siècle, parce que le Ve siècle c'est un siècle d'invasion, c'est fini. Donc il y a 2 siècles de différence. L'Antiquité, d'ailleurs, en Perse, se termine au début du 7e siècle. L'Empire sassanide disparaît au moment où les Arabes conquièrent l'Empire sassanide, l'Empire perse. Donc, ça permet de voir qu'il y a des chronologies différenciées dans l'histoire. Et ça permet, comme je vous ai dit, outre la comparaison avec l'Europe occidentale, avec ce qu'on appelle le Moyen-Âge traditionnellement, en excluant Byzance, également de faire un lien avec la civilisation musulmane. La civilisation musulmane ne s'est pas créée sur rien. Outre le fait que la civilisation musulmane est monothéiste et emprunte une grande partie, enfin une partie conséquente de sa vision de l'univers au christianisme et au judaïsme, eh bien sa civilisation matérielle, cette fois, est une civilisation de sédentaires, alors qu'à l'origine, l'islam est une civilisation de nomades, puisqu'elle naît, comme vous le savez, dans la péninsule arabique, même si 2 villes ont joué un rôle important, d'une part la Mecque et d'autre part Médine, Yathrib, en arabe. Voilà. Je vous montre quelques livres. Alors, moi je vous conseille toujours de commencer par des petits livres, des que sais-je. Alors, d'abord l'histoire de Byzance de Paul Lemerle, qui a été remplacé, mais il reste excellent, vous savez, par l'histoire de Byzance, tout à fait récemment, ça date de 2005, de Jean-Claude Chenet. Ce sont des grands spécialistes, vous savez, Lemerle était professeur au Collège de France, ici Chenet, professeur à la Sorbonne. Alors ici, vous avez de Bernard Fusain, la civilisation byzantine, également professeur à la Sorbonne. Alors l'avantage des que sais-je, vous savez, il y a 128 pages, hein, c'est extrêmement bien fait, ce sont d'excellentes synthèses, ça se lit vite, et c'est vraiment le point sur la question. D'Alain Dusselier, les Byzantins, Histoire et Culture, dans la collection Point, au Seuil. Alors, de Michel Kaplan, qui est un professeur de la Sorbonne, Byzance, dans la collection Guide Belles Lettres. D'André Guillou, la civilisation byzantine, chez Artaud, les grandes civilisations. Je suis en train de vous donner des idées, si vous vous intéressez à Byzance, pour qu'on vous fasse des beaux cadeaux à Noël. Alors, sous la direction de Cécile Morisson, le monde byzantin, 330-641. Voilà, donc c'est dans la collection Nouvelle Clio, aux presses universitaires de France. Il y a encore 2 volumes après. Hein. Bon, ici, je vous montre le premier volume.
Alors les 2 volumes qui suivent vont évidemment jusqu'en 1453. Devine Patlajan, un Moyen-Âge grec, Byzance, 9e, 15e siècle, chez Albin Michel. Alors, de Donald Nicole, les derniers siècles de Byzance, 1261-1453, aux belles lettres. Alors, des ouvrages plus anciens, mais qui peuvent encore servir, de Louis Breillet, les 3 d'ailleurs. La civilisation byzantine, chez Albin Michel. Les institutions de l'Empire byzantin. Et vie et mort de Byzance. Alors, d'Alain Dusselier, Byzance et le monde orthodoxe, chez Armand Collin. Du même Alain Dusselier, le drame de Byzance, idéal et échec d'une société chrétienne, chez Hachette. De Gilbert d'Agron, empereur et prêtre, études sur le césaropapisme byzantin. En fait, l'empereur à Byzance s'était octroyé l'équivalent du pouvoir spirituel du pape. C'est pour ça qu'on parle de césaropapisme. Et cette idée-là a été reprise, comme vous le savez, bien sûr, par les sultans ottomans qui se sont auto-octroyés le titre de calife, c'est-à-dire qui sont aussi pape et empereur. Et le dernier sultan est resté calife, donc jusque dans les années 1920. Alors, ça c'est le livre que j'ai pris tout à l'heure chez l'une d'entre vous, La splendeur de Byzance, dans la collection Histoire des civilisations. Ça c'est de la bonne vulgarisation, mais ce n'est pas le niveau des ouvrages précédents que je vous ai montrés. Alors, spécifiquement, alors ces ouvrages-ci, je ne vais plus vous les montrer pour les leçons qui suivent. Je vais les rentrer chez moi, ce sera fini. Hein, parce qu'ils sont valables pour les 3 leçons. Alors, spécifiquement, pour cette leçon-ci, il y a 2 ouvrages. Celui qui s'intitule le premier sous la direction de Jean-Luc Pinol, La ville antique, dans la collection Point, où vous avez un chapitre sur la Grèce, sur Rome, mais tout un chapitre sur les villes byzantines, donc il m'a bien servi évidemment pour préparer ce cours-ci, vous en doutez. Et alors, la suite, toujours sous la direction du même, mais rédigé par Boucheron et Mangeot, La ville médiévale, donc Histoire de l'Europe urbaine, tome 2. Alors, il y a tout un chapitre sur la ville byzantine au Moyen-Âge. Donc, je suis basé là-dessus aussi. Ce sont des ouvrages très récents que je vous conseille vivement, bien entendu. Alors, dans la collection Mémoire chez Autrement, Constantinople 1054-1261, voilà. Et un numéro de dossier d'archéologie, septembre 2000, qui s'intitule Les échanges au Moyen-Âge, Justinien, Mahomet, Charlemagne, 3 empires dans l'économie médiévale. Je crois que vous connaissez sans peine, qui sont les 3 personnages sur la page de couverture. Tout dernier ouvrage de Georges Castellan, Histoire des Balkans, 14e, 20e siècle, chez Fayard. Il ne faut pas oublier que l'Empire byzantin est un empire balkanique, en particulier sous sa fin. J'ai dit.